je me propose de démarrer ce premier module de notre webinaire d'aujourd'hui. Pour commencer, je vais me présenter très rapidement. Donc, Lydia Lake, chargée de mission Affaires européennes pour la collectivité de Saint-Martin, basée à Paris. J'ai à mes côtés, pas physiquement malheureusement, mais à distance, mes collègues Junissa Gums, côté collectivité, ainsi que ma collègue Joy Carty pour la CCSM. Avant de rentrer dans ce premier module, peut-être rappeler très rapidement le contexte dans lequel s'inscrit ce webinaire, qui fait en effet partie des actions menées dans le cadre du projet Forward, dont la collectivité et la CCSM sont partenaires auprès des 8 autres régions ultrapériphériques. Donc, le projet Forward est financé par le programme Horizon 2020, plus connu sous l'appellation H2020, le programme H2020, qui est le programme pour la recherche et l'innovation sous la dernière période de programmation, donc 2014-2020. Dans les grandes lignes, ce projet Forward a pour objectif de booster les capacités des régions ultrapériphériques, leur capacité en termes de recherche et d'innovation, et de renforcer leur participation au programme cadre de l'Union européenne. Si vous souhaitez avoir de plus en plus d'informations sur ce projet Forward, je vous invite à consulter la page du projet, donc www.forward-h2020.eu. Plus précisément sur le webinaire d'aujourd'hui et de demain, nous avons fait le choix de scinder le webinaire en 2 modules, donc le module d'aujourd'hui et le module de demain. Ces webinaires, ils ont vocation à sensibiliser les acteurs locaux du territoire sur les opportunités de financement pour les projets de recherche et d'innovation, et à leur donner toutes les informations et tous les outils pertinents pour favoriser leur participation à ce type de programme. Donc, comme vous l'avez vu peut-être sur le flyer, le premier module va se concentrer sur les FESI et les programmes horizontaux, de façon à vous donner une vue d'ensemble et des connaissances un peu plus générales sur les financements européens. Et ce qui, j'espère, vous permettra ensuite de mieux appréhender le module 2 de demain, qui sera essentiellement concentré sur les programmes de recherche et d'innovation européens, de la nouvelle période de programmation, bien entendu, donc 2021-2027. Nous souhaitons que ces sessions soient le plus interactives possible. Voilà, nous ne serons pas les seuls à parler, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Pour rappel, demain, nous aurons la participation de la Commission européenne qui nous présentera le nouveau programme Horizon Europe. Nous aurons également le point de contact national du programme qui va aborder les éléments, j'ai envie de dire, un peu plus opérationnels sur le montage de projet. Et ensuite, nous aurons aussi le plaisir d'avoir des collègues des îles Canaries qui nous feront un retour d'expérience et des bonnes pratiques sur la recherche de partenaires et comment constituer son consortium, ce qui est d'ailleurs un élément très important dans ce type de projet. Voilà. Donc, sans plus tarder, je donne la parole à ma collègue Elisa Villard qui vous parlera des fonds structurels. Voilà. Bonjour tout le monde. Donc, je suis Elisa Villard, je travaille à la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin et je suis en charge du suivi et de l'animation, suivi plurifonds et animation et communication des fonds à l'interne et à l'externe. Voilà, donc je vais donc intervenir sur la première thématique qui s'intitule les fonds européens structurels d'investissement. Ça va nous permettre d'aborder plusieurs sujets. On va d'abord commencer par définir ce que sont les fonds structurels d'investissement, les différents fonds que ça couvre, les objectifs de la politique de cohésion et sa logique d'intervention, les catégories de régions dans la politique de cohésion, les modalités de gestion et de financement de ces FESI, les différents types de projets ou d'acteurs qui peuvent être éligibles à ces fonds. Vous m'entendez bien? Oui. Ok. On dira quelques mots sur la période de programmation 2021-2027 puisqu'on rentre
on est en train d'entrer dans cette nouvelle programmation. Et enfin, les modalités de dépôt de dossier pour être un peu plus détaillé pour les porteurs de projets et plus près de l'aspect pratique de tout ça. Voilà. Alors, pour commencer, qu'est-ce que les fonds européens structurels d'investissement? C'est plus connu sous l'acronyme FESI. Ce sont des fonds ou des crédits confiés par l'Union européenne aux États membres pour mettre en place des politiques économiques et sociales compétitives. Ces politiques, elles doivent répondre, bien entendu, aux grandes orientations de l'Union européenne, aux priorités de croissance, mais elles doivent également répondre à ce qu'on appelle le cadre stratégique commun, qui se trouve dans les accords de partenariat qui sont négociés entre tous les États membres et l'Union européenne. Voilà, il faut savoir que chaque accord de partenariat est spécifique à un État membre. La France, l'Allemagne, il met ceux qui l'intéressent. Ce qui est important de noter dans les fonds européens structurels, c'est que tout n'est pas géré directement au niveau européen. C'est une délégation, ils délèguent ces fonds au niveau national, régional, et tout ceci pour plus d'efficacité. À la différence des programmes horizontaux, qui, eux, ont une gestion directe, et vous allez le voir tout à l'heure avec Rudy Alec, les FESI, eux, sont gérés de façon autonome par les pays membres, mais de façon déléguée, je veux dire. On appelle ça souvent une forme de gestion partagée ou indirecte. Pour avoir une idée des montants de budget qui sont accordés aux FESI. Sur la période 2014-2020, le budget total des FESI était de 960 milliards d'euros, à l'époque pour 28 États membres. Pour la période 2021-2027, celle dans laquelle on est en train de rentrer aujourd'hui, et pour plus que 27 membres du coup, le montant alloué au FESI est de 1824 milliards d'euros. C'est un montant inédit, mais on reviendra dessus. Il faut comprendre que dans ce montant-là, on comprend aussi le plan de relance qui a été mis en place après le Covid, la pandémie de Covid-19, qui est toujours en cours. Oui. Alors, oui, donc les FESI, les différents fonds. Qu'est-ce que les FESI regroupent? Les FESI regroupent 5 fonds principaux que vous devez déjà connaître. Il y a le FEDER, le Fonds européen de développement régional. Alors, les 2 premiers fonds sont dits fonds structurels. Donc FEDER, Fonds européen de développement régional, le FSE, le Fonds social européen, et le FC, le Fonds de cohésion, qui vient compléter en fait ce qu'on appelle la politique de cohésion. Quand on parle politique de cohésion, on fait référence à ces 3 fonds. Ensuite viennent le FEADER, le Fonds européen à l'agriculture et au développement rural, et le FEAMP, le Fonds européen aux affaires maritimes et à la pêche. Pour vous donner quand même une idée des enveloppes, là je vais parler de Saint-Martin, puisqu'on est à Saint-Martin, pour les FESI par fonds, Saint-Martin a eu une enveloppe, alors je vais parler des enveloppes initiales, parce qu'il y a eu beaucoup d'abondements, il y a eu des abondements après Irma, et là il va y en avoir de nouveaux avec ce plan de relance post-Covid. Mais pour vous donner une idée un petit peu des montants qu'il y a à Saint-Martin sur les FESI, pour le FEDER, l'enveloppe initiale était de 38 millions d'euros. Le FSE, c'était 15 millions d'euros. Le FEADER, 3 millions d'euros. Et le FEAMP, 760 000 euros. Voilà, donc il y a eu des abondements. Alors après Irma, sur le FSE, on est monté à près de 20 millions d'euros. Et pour le FEDER, on avoisine les 55-56 millions d'euros. Alors, les objectifs de la politique de cohésion et la logique d'intervention. Donc, la question qu'on se pose, c'est à quoi servent ces fonds et quel est comment dire, que souhaite l'Union européenne in fine. Les FESI, c'est avant tout une politique de solidarité que l'Europe met en œuvre pour venir en aide aux régions les plus défavorisées afin qu'elles récupèrent, qu'elles rattrapent leur retard de développement. Sur la période 2014-2020, les priorités de l'Union européenne étaient de favoriser une croissance intelligente, une croissance durable et une croissance inclusive.
C'est les grands thèmes, les 3 principaux thèmes. Et suite à cela, il y a des objectifs qui ont été fixés en ce sens, des objectifs en matière d'innovation, de recherche, de développement, en matière d'emploi, d'éducation, de lutte contre l'exclusion, de lutte contre la pauvreté, qui ont été mises en place. Donc cette intervention communautaire, elle rentre donc bien dans ce qu'on appelle le cadre de la politique de cohésion, dont l'objectif principal, majeur, est de limiter, de réduire plutôt les écarts de développement entre les régions. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est de réaliser une forme de cohésion économique, sociale et territoriale entre les régions. Donc, in fine, ce que souhaite l'Europe à travers ces FESI, finalement, c'est de faire de l'Union européenne l'économie la plus compétitive, mais en restant très solidaire des autres régions. Voilà un petit peu pour vous donner, c'est très abstrait, mais c'est pour vous camper un peu le cadre de ce qu'on appelle les FESI, enfin les objectifs qui sont poursuivis par les FESI, les objectifs principaux. Maintenant, je voulais dire 2 mots, parce que nous, on est directement concernés, les RUP. C'est sur les catégories de régions qui ont été mises en place dans la politique de cohésion et à quoi sert en fait quel est l'intérêt de cette classification de catégories de régions. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque région de l'Union européenne est classée en fonction de son niveau de richesse. Lui-même, ce niveau de richesse qui est calculé par rapport au PIB par habitant. Donc, on distingue 3 catégories de régions dans l'Union européenne. Il y a les régions les moins développées, les régions en transition et les régions les plus développées. Alors, les régions les moins développées sont celles dont le PIB est situé entre non, les régions les moins développées sont celles dont le PIB est inférieur à 75% du PIB moyen de l'Union européenne. Donc, pour vous donner quand même une idée, le PIB de l'Union européenne en 2018 était de 30 200 €. Donc, voilà comment est-ce qu'on classe les régions les moins développées par rapport à leur PIB. On en dénombre 5. Ce sont les 5 régions ultrapériphériques françaises, donc Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion et Saint-Martin. Ce statut leur confère la possibilité de bénéficier d'un cofinancement à hauteur de 85%. Que dire d'autre? Je dis juste un petit point sur ces régions les moins développées. Il faut savoir que parmi elles, la Martinique, alors je ne sais pas si c'est déjà fait, je ne sais plus, ou si c'est en train de se faire, mais elle est en train de glisser vers une région en transition par rapport à son PIB. Alors maintenant, les régions en transition, ce sont des régions dont le PIB est compris entre 75% et 95% du PIB de l'Union européenne. Ceux-là bénéficient d'un cofinancement qui n'excède pas 60%. Voilà, ils sont au nombre de 10, je crois, oui, il y a 10 régions en transition en France. Ensuite viennent les régions les plus développées. Ce sont celles dont le PIB est au-delà de 95% du PIB de l'Union européenne. Et elles bénéficient d'un cofinancement qui ne dépasse pas 50% du coût total des opérations en question. Voilà, donc maintenant pour répondre, quel est l'intérêt de cette classification? Pourquoi est-ce qu'on met des catégories de régions? Vous l'aurez peut-être compris, c'est parce qu'en fait, il y a des dispositifs spécifiques par catégorie de régions qui leur sont favorables. Je prends l'exemple des régions. Alors, quels sont ces dispositifs spécifiques? C'est le montant de subvention, c'est le cofinancement. On a vu que ce n'était pas les mêmes. Ça peut être aussi une forme de souplesse quant à ce qu'on appelle la concentration thématique. Alors, qu'est-ce que c'est la concentration thématique? C'est un terme bien européen. Ça consiste pour une région à l'obliger à réserver une partie de ses crédits sur une thématique ou une priorité particulière. Alors, vous l'aurez compris, les régions les moins développées, elles bénéficient d'une certaine souplesse parce qu'en effet, on ne peut pas demander à une région
qui est encore au stade de rattraper des retards structurels, de réserver une grosse partie de ses crédits sur, je ne sais pas, de l'innovation ou sur de l'environnement, alors qu'elle a peut-être des intérêts plus urgents sur d'autres priorités. Voilà. Donc ça, c'était pour la parenthèse des catégories de régions. On passe maintenant au point qui a trait aux modalités de gestion et de financement des fonds européens, des FESI plus précisément. Donc la question est, comment sont organisés ces fonds et surtout, qui les gère? Donc les politiques européennes, il faut savoir qu'elles sont gérées à travers des documents de programmation. Ces documents de programmation sont appelés des PO, des programmes opérationnels. Il y a un PO pour le FEDER, un PO pour le FSE, un PO pour le FEAMP. Pour le FEADER, on parle de PDR, Programme de développement régional. Ces documents sont établis pendant une période de 7 ans. On a vu qu'il y avait la période 2014-2020. Maintenant, on rentre dans la période de 7 ans, 2021-2027. À l'issue de cette période, l'Union européenne revoit, elle révise sa stratégie d'attribution. Pourquoi? Parce que forcément, les régions peuvent prendre des orientations nouvelles et ils ont des enjeux nouveaux. Donc, ça, c'est révisé en fin de période ou même en cours. C'est souvent possible que ça soit fait en cours de période. Donc, ces PO ou documents de programmation, ils peuvent être nationaux, ils peuvent être régionaux, ils peuvent être interrégionaux, ils peuvent être transfrontaliers. On y trouve beaucoup d'informations. On y trouve les informations principales que pourrait rechercher un porteur de projet, parce que tout y est. Mais c'est vrai que ce sont des documents qui sont adressés surtout à des gestionnaires de fonds européens. Donc, c'est très technique, ça peut paraître complexe pour des porteurs de projets, mais ceci dit, toutes les informations, toutes les interrogations qui peuvent se poser, ils trouveront sans difficulté, avec beaucoup de précision, les réponses dans ces documents de programmation. Alors oui, donc, puisque j'en parle et que je dis qu'on trouve tout, donc qu'est-ce qu'on trouve réellement dans ces documents de programmation? On y trouve la stratégie de programmation, on y trouve les axes prioritaires, les objectifs spécifiques, les tableaux financiers, les tableaux de suivi et d'évaluation, et puis les modalités de mise en œuvre, tout simplement, des fonds. Alors, chaque PO est géré par ce qu'on appelle une autorité de gestion. Et ça, c'est très important de le savoir. Qu'est-ce qu'une autorité de gestion? L'autorité de gestion, c'est une autorité publique qui peut être un établissement privé ou public national, régional, local, mais qui est désigné par l'État membre. Cette autorité de gestion est responsable d'abord de la rédaction de ces documents de programmation, donc des PO. Elle est responsable de la sélection des projets parmi les différents porteurs de projets. Elle gère l'octroi de la subvention et elle est chargée du suivi. En réalité, l'autorité de gestion est en réalité responsable de la gestion du fonds qui lui est confié. Alors, depuis 2014, la France a fait le choix de donner l'autorité de gestion de façon majoritairement aux régions, aux conseils régionaux. Ce n'est pas forcément le choix qu'a fait d'autres États membres, mais c'est celui qu'a fait la France. Donc, depuis 2014, la plupart des fonds européens sont surtout gérés par des régions, mais pas seulement. Et c'est là toute la difficulté parce que l'architecture de gestion des fonds européens est assez complexe parce qu'il diffère en fonction des fonds. C'est-à-dire que quand vous êtes sur du FEDER, vous devez vous demander, bon, alors pour ce fonds, qui est l'autorité de gestion? Quand vous passez au FEADER, c'est une autorité de gestion différente. Et c'est souvent ce qui, c'est ce manque de, c'est tellement complexe que beaucoup de porteurs de projets ont un manque de visibilité. Et c'est pour ça qu'on a des services qui sont là pour accompagner les porteurs de projets et leur expliquer qui est service instructeur sur ce fonds, voilà. Donc, pour vous expliquer, fonds par fonds, je commence par le FEDER,
qui est l'autorité de gestion du FEDER en France métropolitaine pour commencer, parce qu'on verra qu'en Outre-mer, ce n'est pas la même chose. Donc, en France métropolitaine, l'autorité de gestion du FEDER ce sont les conseils régionaux, c'est la région qui gère un PO FEDER et FSE commun, à l'exception de l'Alsace et la Lorraine, qui, elles, a un PO différencié. Ils ont un PO FEDER et un PO FSE différencié. Alors, mais en Outre-mer, le FEDER n'est pas géré par les régions, mais par les préfectures de région. Ça change beaucoup de choses. Donc, pour le FSE, c'est un peu différent. Mais c'est pareil, là, pour le FSE, en Outre-mer et en métropole, la gestion du FSE est partagée. Il y a une partie qui est gérée par les régions, par l'État, et une partie qui est gérée par les régions, les collectivités locales. Souvent, le rapport la proportion entre les deux est de 35% pour l'État et 65% pour les régions. Que dire d'autre? Donc oui, sur la partie État, l'intervention de l'État concerne surtout les champs de l'emploi et de l'inclusion. Voilà. Alors, le FEADER, que ce soit en métropole ou en Outre-mer, il est régi par les régions. Il est géré, l'autorité de gestion, ça reste les régions. Il y a une petite exception qui est La Réunion, où le FEADER est géré par le conseil départemental, et Saint-Martin, où le FEADER n'est pas géré par la collectivité de Saint-Martin, mais par la région Guadeloupe. Voilà, c'est une petite spécificité. Enfin, le FEAMP. Le FEAMP est un fonds qui est géré à 100% par les services de l'État. Voilà, par le biais de la DPMA, Direction des pêches maritimes et de l'aquaculture. Voilà, alors un petit mot quand même sur l'architecture de gestion qui est propre à Saint-Martin parce qu'elle est particulière et il faut pouvoir en dire quand même un mot. C'est que la gestion des fonds à Saint-Martin, elle est partagée entre les services de l'État et la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin. Il faut savoir que sur le FEDER, c'est la préfecture de région de Guadeloupe qui gère 100% du FEDER et 40% du FSE. Concernant le FEADER à Saint-Martin est géré, enfin l'autorité de gestion officielle est la région Guadeloupe. Le FEAMP, je ne précise pas, ce n'est pas une spécificité parce que c'est de toute façon dans tous les territoires gérés à 100% par l'État. Et donc, du coup, la collectivité territoriale de Saint-Martin gère 60% du FSE en propre. Mais ceci dit, elle n'est pas autorité de gestion complètement puisqu'elle est dans un statut intermédiaire. D'ailleurs, elle est organisme intermédiaire. Ça signifie quoi? Ça signifie que l'autorité de gestion lui confie l'exécution d'une partie du programme à travers ce qu'on appelle une convention de délégation. Voilà. Mais ceci dit, elle garde la main sur une partie du FSE. Voilà, là je vais parler un petit peu de la période de programmation 2021-2027, puisqu'on est rentré dedans. Ce n'est pas encore actif, comment dire, ça devait être opérationnel le premier trimestre 2021. Ce n'est pas le cas, ça va certainement démarrer au deuxième trimestre, du coup, j'imagine. Ce qu'on peut dire, c'est que le nouveau budget de l'Union européenne, ou le cadre financier pluriannuel, on l'appelle aussi le CFP, a été adopté le 17 décembre 2020, donc pour une période de 7 ans. L'enveloppe globale dont je parlais tout à l'heure, qui est de 1 824 milliards d'euros, il faut savoir que ça comprend alors c'est vrai que c'est un chiffre qui est historiquement élevé et qui est inédit. Mais pourquoi? Il faut savoir que ce montant-là comprend le cadre financier pluriannuel socle, donc basique, qui est de 1 074 milliards d'euros. Et à cela est venu s'ajouter ce qu'on appelle le plan de relance qui a été mis en place, qui a été lancé en mai 2020, en plein confinement, et qui a été mis en place. Alors ça s'appelle Next Generation EU, et ça a été mis en place. C'est un instrument qui est temporaire, hein,
et qui a été mis en place pour pour réparer les dommages économiques et sociaux que sont en train de causer cette pandémie de Covid-19. Donc, alors, ce qui est important, en fait, c'est pourquoi est-ce qu'on parle de cette nouvelle période de programmation, c'est de savoir quels ont été les changements majeurs d'un programme à l'autre et quelles sont les priorités d'investissement dans ce nouveau programme. Alors, on va voir que dans les grandes lignes, les priorités, elles restent les mêmes, sauf qu'il y a eu une volonté de simplification. On voit l'Europe comme tellement complexe qu'elle s'en rend compte elle-même, l'Union européenne, et elle essaie de simplifier au maximum. Donc, on est passé… Alors, les deux changements majeurs concernent, parce que je ne peux pas rentrer dans tous les détails, mais les deux changements majeurs de cette nouvelle période de programmation concernent deux choses. D'abord, un cadre stratégique qui a été simplifié, comme je vous le dis. Et la deuxième chose, c'est l'élargissement du champ d'action du FSE. C'est-à-dire que maintenant, le FSE va regrouper plus de choses. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est passé de FSE à FSE+. Donc, pour ce qui est du cadre stratégique simplifié, il faut savoir que sur la période 2014-2020, il y avait 11 objectifs thématiques. Aujourd'hui, dans cette nouvelle période, ça a été réduit à 6 priorités d'investissement. Je vous parle rapidement, je vous les cite. La première priorité d'investissement concerne ou est là pour favoriser une Europe plus intelligente grâce à l'innovation, à la numérisation, une Europe plus verte grâce à la transition énergétique, la lutte contre le changement climatique, à la réduction de des émissions de gaz à effet de serre. Troisième priorité, une Europe plus connectée grâce à des réseaux stratégiques de transport et à une communication numérique. Quatrième priorité, une Europe plus sociale avec soutien de l'emploi, de la formation professionnelle, de l'inclusion sociale, de l'égalité d'accès aux soins de santé. Et enfin, une Europe plus proche des citoyens. Le deuxième changement dont je vous ai parlé, qui concernait le FSE qui est devenu FSE+, concerne donc des champs d'action nouveaux qui ont été élargis à partir de 2021. Donc maintenant, le FSE+, maintient les prérogatives qu'elle avait en 2014-2020. Et à cela vient de s'ajouter l'IEJ, qui est l'initiative à l'emploi des jeunes, et le FEAD, le Fonds européen de l'aide aux plus démunis. Voilà. Rapidement, voilà, pour ce qui concerne cette nouvelle période de programmation. Maintenant, je vais passer à un point qui est plus concret et qui va peut-être, on rentre dans des choses plus concrètes, qui intéressent davantage les porteurs de projets. Ce sont les types de projets ou acteurs éligibles à ces fonds. Alors, donc quel projet est susceptible de bénéficier de fonds européens et qui peut en faire la demande? Donc ça, c'est la première étape d'un porteur de projet, c'est celle de se demander est-ce que mon projet est éligible à un fonds européen? Alors pour répondre à cette question, il faut se référer aux documents de programmation comme je l'ai dit précédemment. Dans le DOMO, vous avez, alors il y a deux documents, hein. Il y a le DOMO, le document le PO, le programme opérationnel, et le DOMO, qui est le document de mise en œuvre. C'est un document qui est plus détaillé, où vous avez des informations complémentaires. Alors, ces informations complémentaires, elles a trait à la stratégie globale, c'est-à-dire que vous savez, c'est clairement indiqué dans les objectifs, les axes prioritaires, les objectifs thématiques, vous avez des actions éligibles qui sont listées. Donc, pour le FEDER, le FSE, vous pouvez concrètement vous référer à ces listes d'actions et savoir si votre projet est éligible ou pas. Sur la nature des bénéficiaires, donc qui peut faire la demande, on ne peut pas répondre à cette question comme ça. Pourquoi? Parce que ça dépend du fonds, ça dépend des axes. Tous les axes prioritaires ne sont pas ouverts, par exemple, des fois certains axes prioritaires sont ouverts seulement aux associations ou associations et entreprises. Mais globalement, les bénéficiaires potentiels sont des associations, des entreprises, des collectivités locales, des chambres consulaires,
Voilà, donc dans ces documents, vous avez aussi des informations importantes sur le montant affecté par axe, les montants de subvention plafond et plancher, ça aide aussi les porteurs de projets. Vous avez les critères de recevabilité des demandes et les critères de sélection. Étant donné que c'est une question qui est quand même très précise, ça appelle du coup des réponses précises pour donner quand même une idée des types de projets. J'ai listé un petit peu des projets qui ont été financés à Saint-Martin par fonds, mais pas seulement à Saint-Martin, mais c'est pour donner une idée pour ceux qui se demandent, tiens, le FEDER, mais qu'est-ce que ça peut financer, le FSE, qu'est-ce que... Donc, quelques exemples de projets financés par le FEDER. Alors, pour ceux qui sont portés par un établissement public, il y a des travaux routiers, construction d'établissements publics, aménagement de plateaux sportifs, construction de stations d'épuration, d'incinérateurs, opération d'informatisation des écoles, ça aussi c'est cofinancé par du FEDER, ou de la numérisation d'archives. Porté par des porteurs privés, on a tout ce qui est rénovation et mise aux normes d'hôtels ou de guest house, construction de hangars aéroportuaires, aménagement de locaux ou modernisation de l'appareil productif des entreprises, création d'un site Internet, ça peut être aussi cofinancé par du FEDER. Mais il y a aussi tout ce qui est prestations immatérielles, des prestations intellectuelles, des AMO, il peut y avoir des manifestations, de la publicité. Alors, les projets susceptibles d'être cofinancés par du FEADER. L'installation d'exploitations agricoles, l'acquisition d'équipements agricoles tels que tracteurs, scies mobiles, mise en place de panneaux photovoltaïques, récupérateurs d'eau ou de chauffe-eau solaire, création. Alors, je précise aussi parce que souvent les personnes pensent que le FEADER, c'est uniquement de l'agriculture. Alors, pas seulement. Ça étonne toujours, mais le FEADER cofinance des opérations qui viennent concourir au développement rural d'un territoire. À Saint-Martin, ça tombe bien, tout le territoire est classé en zone rurale. Donc, potentiellement, il y a beaucoup d'opérations pourraient être éligibles au FEADER. Je prends l'exemple d'une crèche. Une crèche en zone rurale, la création d'une crèche peut être cofinancée par du FEADER. Alors, le FEAMP, quelques exemples pour le FEAMP. Donc, le FEAMP peut cofinancer la création d'exploitations aquacoles, modernisation de ports de pêche, aide à la création d'entreprises pour les jeunes pêcheurs, aide à la transformation des produits de la pêche. Voilà. Alors, ensuite, pour ce qui concerne les modalités de dépôt de dossier. Alors, la procédure concernant les modalités de dépôt se trouve aussi dans ces documents de programmation où vous avez la procédure par fonds, par axe, par type de projet. La première étape, si on peut lister comme ça des étapes pour un porteur de projet, la première étape, c'est bien entendu celle de s'assurer que le projet est bien éligible. Donc, on l'a vu, il faut se référer au PO. Si de vous-même, ça paraît fastidieux, parce que c'est vrai que c'est quand même technique, hein, il y a des cellules d'accompagnement. Alors, à Saint-Martin, vous avez, alors officiellement, l'autorité de gestion, c'est la préfecture. Donc, le service instructeur à Saint-Martin, c'est le SFEPC, le service des financements européens et des politiques contractuelles. Ce sont eux qui sont services instructeurs, donc qui reçoivent les demandes de subvention pour la majeure partie d'entre elles, hormis les demandes de subvention qui sont liées au FSE, que gère la collectivité en propre, bien entendu. Voilà, donc s'assurer, donc si par vous-même, en faisant la démarche de vous procurer ce PO, c'est trop fastidieux, sachez que vous pouvez vous adresser à ces services dédiés au Fonds européen qui ont des personnes qui accompagnent. La deuxième étape, c'est se renseigner sur le service, donc ça je l'ai déjà dit, sur les services instructeurs, donc on en a parlé. Troisième étape, s'assurer des modalités de candidature avec le service instructeur. Est-ce que c'est une demande, c'est important parce que est-ce que c'est une demande au fil de l'eau ou est-ce que c'est une demande qui rentre dans un cadre d'un appel à projet? Ce n'est pas géré de la même façon, la démarche n'est pas tout à fait la même. Quatrième étape dans cette procédure de dépôt de dossier,
c'est récupérer auprès du service instructeur un formulaire forcément de subvention et essayer de le remplir de la façon la plus complète possible. Mais sachez que pour le FSE, c'est une démarche qui est dématérialisée. Ça signifie que vous n'avez pas de formulaire à récupérer, à remplir et à rendre au service instructeur, mais il faut vous connecter directement à une plateforme qui s'appelle Ma Démarche FSE pour déposer vos demandes de subvention. 5e étape, constituez votre dossier de demande en ayant bien en tête les critères de recevabilité et de sélection des dossiers. Ces critères figurent dans le PO et dans le DOMO. 6e étape, le dépôt de la demande au service instructeur. Cette demande, elle passe dans des comités de programmation. Alors d'abord, elle passe devant un comité d'instruction qu'on appelle le COMIN, où des avis sont émis sur cette demande de subvention. En général, qui siègent au COMIN? Les services de l'État, les services représentatifs de la collectivité, il y a la DEAL, il y a la DIECT, il y a le trésorier payeur. Et donc, ces personnes se penchent sur les demandes de subvention et émettent un avis. Ensuite, ces dossiers passent à un autre comité qui est, lui, un comité qui valide, qu'on appelle le comité régional unique de programmation, le CRUP. Lors de ce comité, il est coprésidé par le préfet et le président de la collectivité territoriale. Et là, une décision est prise concernant la demande de subvention. Ensuite, si l'avis est favorable, vous recevez un courrier d'attribution de subvention et par la suite, une convention d'attribution de subvention. Et c'est ce document qui a valeur juridique sur l'octroi de la subvention. Je crois que j'ai balayé, j'ai parlé vite. Il y a une question? Ah oui. Alors, c'est qui? C'est la question. Ah, alors. Oui, alors, je crois que la question… Alors, j'ai une question. Je ne sais pas qui me l'a posée. C'est de savoir, est-ce que les PO et DOMO sont récupérables auprès du service instructeur? C'est ça. Alors, oui, bien sûr, mais vous pouvez les récupérer aussi par vous-même sur le site Internet. Alors, et ça m'amène à parler justement des sources d'information. Vous pouvez aller, normalement, chaque région a un site Internet qui s'appelle l'Europe s'engage. Alors, en fonction du territoire, il y a l'Europe s'engage en Guadeloupe. Vous tapez tout simplement l'Europe s'engage en Guadeloupe et vous tombez sur le portail, le site officiel des fonds européens. Et ça, c'est un document dont vous avez accès. Je pense que très peu de personnes le téléchargent, mais vous tapez PO, DOMO, et vous pouvez le télécharger, l'imprimer, et vous avez toutes les informations nécessaires. Vous pouvez aussi vous rendre sur place auprès du SFEPC à la préfecture, qui peuvent vous fournir un exemplaire. C'est aussi possible de venir à la collectivité de Saint-Martin, au service des fonds européens, qui se trouve à Gallis Bay, où on peut vous remettre un exemplaire de ces documents de programmation. Voilà, il faut savoir une chose, c'est que la période 2014-2020 est terminée. Donc là, si vous les prenez, vous serez sur… la majeure partie des fonds ont déjà consommé une grosse partie des crédits. Donc, vous êtes un peu dans une période charnière où il va falloir attendre que les nouveaux PO 2021-2027 soient validés et pour en faire la demande. Oui, donc une dernière petite chose justement sur les sources d'informations. Sur des informations générales sur les fonds européens ou l'Union européenne en général, vous pouvez vous rendre sur le site de la Commission européenne, qui est bien faite, mais ça reste quand même des informations très générales. Pour ce qui est d'informations plus précises sur la gestion locale des fonds sur votre territoire, comme je vous l'ai dit, le mieux, c'est de vous connecter à cette page « L'Europe s'engage ». Alors, ce n'est pas un problème, mais c'est qu'il est en cours pour Saint-Martin, le site « L'Europe s'engage à Saint-Martin ».
Ceci dit, vous avez les informations sur le site internet de la préfecture. Vous avez aussi des informations sur le site internet de la collectivité. Il y a un espace, ce n'est pas un site officiel, puisque je le répète, on n'est pas autorité de gestion, mais on a un espace qui est dédié aux aides européennes. Vous pouvez trouver toutes ces informations. Alors, pouvez-vous, s'il vous plaît, préciser la notion de grand projet européen dans les PO et le seuil applicable pour Saint-Martin? En fait, quand je parlais dans les PO, quand je parlais des grandes orientations de l'Union européenne. C'est-à-dire, alors je ne peux pas reprendre tous les axes, mais les grands projets, ce sont tout simplement, ce n'est pas forcément des grands projets, ça peut être des petits projets, mais il faut que ce soit des projets qui collent aux priorités de l'Union européenne. Les priorités, il y en a beaucoup, ils sont par axe. Pour ce qui est du FSE, c'est promouvoir l'accès à l'emploi des jeunes, par exemple, promouvoir l'inclusion active par le biais de l'économie sociale et solidaire, lutter contre l'échec scolaire et la formation tout au long de la vie. Pour le FEDER, il y a un axe prioritaire important qui est de mettre l'éthique ou la numérisation au service du territoire. Il y a un axe qui est dédié à promouvoir l'innovation et la compétitivité des entreprises. Il y a un axe aussi dédié à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Voilà. Il y a un autre axe, mais celui-là, il est dédié à la collectivité, il concerne tout le plan de reconstruction. Et il n'est pas ouvert aux porteurs privés. Alors, c'est de Boris Corentin. Avez-vous de la visibilité quant au calendrier de validation du nouveau PO? Alors là, la préfecture pourrait mieux répondre à ma place parce qu'ils sont un peu aux commandes. La collectivité collabore aussi, bien sûr, hein, est en partenariat. Mais le PO 2021-2027 est quasiment… ils sont sur une version… La rédaction est sur une version définitive actuellement. Je ne peux pas encore le dévoiler parce que ce n'est pas validé. Mais logiquement, ce nouveau programme devrait être opérationnel dans le courant du second trimestre 2021. Voilà, au mieux. Oui, moi j'aurais une question. Parce que Alors, Yoann Lacascade, oui. Je m'occupe de dossiers de défiscalisation sur les zones anti-Guyane. Et donc, je fais souvent des dossiers d'agrément, et notamment dans le domaine touristique. Et il y a pas mal de projets à Saint-Martin. Je sais qu'on peut cumuler l'aide de la défiscalisation avec les subventions FEDER, par exemple. Je voudrais savoir, est-ce qu'il y a un moyen de déterminer, on parlait de plafond tout à l'heure, maximum aidé, hein. Je veux savoir quel est ce maximum aidé et est-ce qu'il est possible, en tant qu'extérieur, entre guillemets, d'estimer le montant de la subvention qui est calculé sur un dossier? Oui, alors là, vous me posez une question c'est très technique. Ouais. Oui, c'est très technique et puis ça dépend du projet. Je ne voudrais pas vous dire de bêtises parce qu'en plus, moi, je ne suis vraiment pas spécialisée dans tout ce qui est fiscalité. Mais ce qui se passe, c'est que vous allez être soumis à ce qu'on appelle les aides d'État. Donc, effectivement, il y a un plafond que vous n'allez pas pouvoir dépasser en termes de subventions par rapport à tous les autres cofinancements d'État que vous aurez sur cette même opération. Mais là, il m'est très difficile de vous donner une réponse précise sur ça. Vous pouvez passer sur place et on peut parler du projet et regarder, mais je ne suis pas capable de vous donner une réponse précise. Je sais juste que vous serez soumis aux aides d'État. Oui, je crois que les taux sont de 45, 55 et 65% en fonction de la taille d'entreprise, des effectifs et du chiffre d'affaires. Oui. Mais je ne veux pas vous dire de bêtises, donc je ne vais pas m'avancer sur quelque chose que je ne maîtrise pas suffisamment. Oui. Bonjour, Fabrice de Valoir. J'ai une question. Moi, j'ai un projet qui pourrait aussi bien concerner le FEDER que le FEADR et le FSE.
comment est-ce qu'on peut déterminer, est-ce qu'on peut faire fonctionner déjà plusieurs fonds sur un même projet, c'est-à-dire le scinder, et comment déterminer un petit peu quelle est la part qui peut être éligible au FEDER, l'autre au FEADR, et peut-être présenter le projet, j'irai à vous peut-être, pour savoir exactement comment axer, entre guillemets, organiser la démarche pour qu'on puisse atteindre nos objectifs. Alors oui, c'est tout à fait possible. Vous pouvez cumuler sur un même projet plusieurs fonds. L'exigence, c'est encore une fois, c'est que votre demande colle aux priorités. Mais surtout, ce qui est important, c'est que en fait, la seule vigilance qu'il faut avoir sur une opération qui bénéficierait de plusieurs fonds, c'est que c'est qu'il n'y ait pas de double financement sur la même opération, tout simplement. C'est-à-dire que vous déclinez le projet et sur ce même projet, effectivement, vous pouvez obtenir du FSE sur un programme de formation, du FEDER sur des investissements matériels ou immatériels, sur de la construction, du FEADER parce que une autre opération, dans ce même projet, il y aurait une opération qui favoriserait le développement rural. Donc oui, c'est possible, mais il faut être très très vigilant sur les doublons, c'est-à-dire qu'il ne faut absolument pas que tous ces fonds-là puissent financer des actions qui sont les mêmes. C'est pour ça que je disais, c'est nécessaire sur un projet comme ça de pouvoir être régulier en disant bah, cette partie du projet, elle est éligible au FEDER, celle-ci au FEADR, celle-ci au FSE, pour justement éviter toute erreur ou tout doublon qui pourrait être réalisé. Oui, oui, bien sûr. Alors, le REACT-EU, effectivement, il fait partie du plan de relance qui a été mis en place après le Covid. Le montant, l'enveloppe qui a été affectée pour la France est de 3 milliards d'euros. Et Saint-Martin et Guadeloupe bénéficient bien d'une enveloppe REACT-EU de 60 millions d'euros à peu près. La répartition entre Guadeloupe et Saint-Martin ne s'est pas encore bien faite, mais la collectivité d'outre-mer a d'ores et déjà listé une série d'opérations, une trentaine je crois, pour un coût qui avoisine les 34 millions d'euros. Alors après, je ne sais pas, est-ce que je réponds à votre question ? Alors, ce sont des projets qui seront… Les opérations ont déjà été ciblées, je crois, par la collectivité territoriale, mais ce sont des projets qui seront portés par la collectivité. Je ne pense pas, les porteurs privés ne pourront pas venir… ce sera tous des projets dont le porteur sera la collectivité d'outre-mer. Alors, juste pour compléter un peu les réponses d'Elisa, j'ai une collègue qui est connectée et qui partage un peu d'informations avec moi. Donc, normalement, sur le calendrier PO et REACT-EU, a priori, la deadline serait en septembre. Sur la notion de grand projet, a priori, ça devrait disparaître pour la période de programmation 2021-2027. Et normalement, l'enveloppe pour Saint-Martin, pour REACT-EU, c'est 51 millions. Alors, je propose de passer au second point de ce deuxième module qui se concentrera donc sur les programmes horizontaux. Alors, nous avons souhaité consacrer une deuxième partie de ce module sur les programmes horizontaux de façon générale, sans trop rentrer dans les détails, car bien souvent, force est de constater que les porteurs de projets ont plus tendance à se référer au FESI qu'à penser aux programmes horizontaux, alors qu'il y a d'autres types en tout cas, il y a d'autres opportunités de financement via les fonds européens. Donc, qu'est-ce qu'un programme horizontal? Donc, très simplement, il s'agit d'un fonds, voilà, qui permet de financer des projets relevant d'un domaine d'action donné. On parle également de programmes sectoriels, puisqu'il couvre un secteur bien précis. Donc, ça peut être l'environnement, la biodiversité, la recherche, l'innovation, l'énergie, le transport, l'éducation et j'en passe.
Selon le fonds, ces derniers sont ouverts à tout type d'acteurs. Hein. Ça peut être des entreprises, des associations, des ONG, des autorités publiques, bien évidemment, des fédérations, des étudiants, des centres de recherche, etc. Et ces types d'acteurs sont issus ou peuvent être issus de tout type de secteur. Donc, ils peuvent être du secteur privé comme du public, de l'enseignement, de la culture, etc. Ces programmes, qui sont à peu près au nombre d'une quarantaine, hein, donc ils sont assez nombreux, sont financés par le budget de l'Union européenne, donc c'est ce dont parlait Elisa quand elle parlait de cadre financier pluriannuel, ce qu'on appelle le CFP, qui est donc adopté pour une période de 7 ans. Et donc, c'est en ce sens qu'on parle de période de programmation. Donc, comme on l'a dit précédemment, la nouvelle période de programmation a commencé et donc s'étend de 2021 à 2027. Il convient également de noter que les programmes horizontaux financent des projets qui doivent répondre aux objectifs du programme en question, qui lui-même vise à atteindre les grands objectifs stratégiques que l'UE s'est fixés. En ce qui concerne la gestion de ces programmes, comme l'a bien souligné ma collègue Elisa, ils sont pour la plupart en gestion directe, c'est-à-dire qu'ils sont directement gérés par la Commission européenne ou par une agence exécutive européenne, contrairement aux fonds structurels, donc aux FESI, qui sont en gestion partagée. Le plus souvent, les fonds alloués dans le cadre de programmes sectoriels prennent la forme de subventions qui financent donc le projet à X% de taux de cofinancement, c'est-à-dire que l'UE ne finance pas l'intégralité du projet. Et donc, c'est au porteur de projet d'apporter l'autre partie des fonds nécessaires. Les taux de cofinancement varient d'un programme à un autre. Hein. Bon, ça peut être des taux de cofinancement à 30, 40%, 50% et au-delà. Un financement à 100% reste possible. C'est d'ailleurs le cas du projet Forward, hein, qui est financé à 100%. Mais on va dire que c'est un peu l'exception à la règle. Il existe par ailleurs d'autres dispositifs de financement européen, que sont les instruments financiers, qui peuvent prendre la forme de prêts, de garanties ou d'autres types de mécanismes financiers, mais on ne va pas se concentrer sur ce type de dispositif dans ce module. Alors, comment fonctionne-t-il? Alors, en règle générale, des appels à propositions sont lancés à partir desquels le porteur de projet potentiel va soumettre son projet. Donc, la candidature est soumise et elle doit répondre à des critères, enfin, en tout cas les critères d'admissibilité et de recevabilité prévus dans cet appel à proposition. Cet appel à projet ou appel à proposition, les deux termes peuvent s'utiliser, va préciser un certain nombre d'éléments qui sont importants avant de se positionner sur cet appel ou d'avant de soumettre sa candidature. Ce qu'il va préciser, cet appel à projet, c'est par exemple les critères d'éligibilité, la durée du projet, le financement du projet, le taux de cofinancement, etc., etc. Pour certains fonds, la Commission européenne ou l'agence exécutive peut également adopter un programme de travail qui peut être annuel ou pluriannuel, sur la base duquel elle va en fait lancer ses appels et dans lequel elle va, indiquer les actions prioritaires du programme sur la période donnée. Donc, il est important de bien prendre connaissance du contenu, que ce soit de l'appel à proposition et du programme de travail. Information aussi importante à noter, c'est que bien souvent, ces documents sont en anglais, la procédure de candidature est en anglais et donc le projet doit être rédigé en anglais. Les procédures de candidature sont aussi, elles, différentes d'un programme à un autre. Certains programmes prévoient une procédure de dépôt en une seule phase. Donc, le porteur de projet a son dossier, a son projet, il le soumet
à la commission ou à l'agence exécutive dans le délai qui a été fixé. Après ce délai, voilà, la candidature est examinée, évaluée, etc. La commission répond au porteur de projet par la négative ou par la positive. Sinon, d'autres programmes, la procédure se fait en 2 étapes. La première étape, le porteur de projet soumet ce qu'on appelle une note de concept, dans lequel il va esquisser un peu les grandes lignes du projet. Si cette candidature est validée, le porteur de projet accède à la 2e étape de la procédure de sélection. Et pour cette 2e étape, il devra fournir un dossier un peu plus complet et donc une présentation un peu plus détaillée du projet. Notez également que certains domaines peuvent relever de plusieurs programmes et donc il faut bien identifier le programme le plus pertinent au regard de votre projet, de son objectif, etc. Comme l'a dit Elisa tout à l'heure, on est vraiment au début de la période de programmation. Donc, la publication de l'ensemble du paquet législatif 2021-2027, programme sectoriel compris, est attendue d'ici la fin du 1er trimestre. Donc, toutes les informations plus précises relatives au programme et aux appels à projets seront disponibles au fil de l'eau. Voilà. Je tiens à souligner également que pour cette période de programmation, une attention spécifique au RUP est faite dans un grand nombre de programmes. Et c'est aussi grâce au lobbying permanent mené par les RUP en amont des propositions législatives. Donc, c'est à l'époque où la Commission était en train de préparer ses propositions législatives. Et pendant les négociations interinstitutionnelles auprès des institutions européennes, notamment la Commission européenne, le Parlement européen, mais aussi auprès de nos États respectifs. Et c'est donc aujourd'hui aux acteurs du terrain et aux parties prenantes de se saisir de toutes ces opportunités. Dans ma prochaine slide, comme vous voyez, j'ai essayé de synthétiser un peu les principaux programmes correspondant aux différentes thématiques pour vous donner un peu une vue d'ensemble sur tous ces programmes. Donc, par exemple, en matière d'énergie, on a le programme, le mécanisme pour l'interconnexion en Europe, le Innovation Fund, le programme LIFE et le programme Horizon Europe. Sur la biodiversité, le climat et l'environnement, on a le programme LIFE, le programme Horizon Europe et le programme BES, qui est d'ailleurs spécifiquement dédié au RUP et parallèlement, et aussi au P2M. En matière de transport, on a encore le mécanisme pour l'interconnexion en Europe, ce qu'on appelle plus couramment le MUE, et le programme Horizon Europe. Sur le numérique, on a encore le mécanisme pour l'interconnexion en Europe, en fait, qui a 3 volets, un volet transport, un volet énergie et un volet télécommunication qui est devenu, sous cette période de programmation, le volet numérique. Et le programme Europe numérique. Et sur la santé, on a Horizon Europe et EU for Health. Sur la thématique de la citoyenneté, on a le programme Droits et Valeurs. Sur les sujets entreprises et PME, on a le programme Horizon Europe qui a fusionné avec l'ancien programme COSME, qui était dédié à la compétitivité des entreprises et notamment des PME, qui a donc été intégré dans le programme Marché unique, le programme Horizon Europe et Erasmus for Young Entrepreneurs, qui, sauf erreur de ma part aussi, pour la nouvelle période de programmation, va changer de dénomination. En matière d'éducation, de formation, de jeunesse, on a bien sûr le programme Erasmus+, que la plupart d'entre vous connaissent, je pense, et le Corps européen de solidarité. En matière de recherche et innovation, on a bien sûr le programme Horizon Europe, le Innovation Fund, et enfin, en matière de culture et de médias, on a Horizon Europe et le programme Europe Créative. Donc, je vous propose de faire un focus sur quelques programmes, juste histoire de vous donner un peu une idée un peu plus précise de comment ces programmes peuvent se présenter. Donc, j'ai pris pour premier exemple le programme LIFE. Donc, le programme LIFE est doté de 5,4 milliards d'euros à prix courant. Il finance les projets liés aux thématiques de l'environnement, du climat et de la transition écologique. Le programme est divisé en sous-programmes. Donc, il a un volet environnement qui comprend le sous-programme nature et biodiversité et le sous-programme économie circulaire et qualité de vie.
Et son volet Action pour le climat comprend le sous-programme Atténuation et adaptation au changement climatique et le sous-programme Transition énergétique propre. Pour cette nouvelle période de programmation, la thématique des énergies renouvelables et des énergies propres prend beaucoup d'ampleur dans le programme LIFE, notamment pour être en phase avec les réalisations des ambitions du Pacte vert, qui vise à promouvoir l'utilisation efficace des ressources en passant par une économie propre et circulaire, qui vise aussi à restaurer la biodiversité et à réduire la pollution. Donc, ce programme il est ouvert à des acteurs privés comme à des acteurs publics. Le contact national du programme devrait être le ministère de la Transition écologique et solidaire. Le règlement LIFE prévoit une attention spécifique aux RUP, compte tenu de notre situation géographique qui fait de nous des territoires vulnérables aux effets du changement climatique. Sous l'ancienne programmation, le programme LIFE avait lancé d'ailleurs 2 appels à projets spécifiques aux RUP. Je me semble que l'un portait sur le changement climatique et l'autre sur la gestion des déchets, avec un bonus sur les critères d'éligibilité. Donc, j'espère que cette initiative sera renouvelée par la Commission européenne. En parlant du programme LIFE, je fais également un petit clin d'œil au programme BEST, qui, comme je vous l'ai dit, est un programme spécifiquement dédié pour les RUP, pour les projets de conservation de la biodiversité et de l'environnement, et qui cette année, pour cette programmation, sera financé par le programme LIFE. Deuxième exemple, c'est le programme Europe numérique, qui est d'ailleurs le premier programme européen sectoriel spécifiquement dédié au numérique. Il est doté d'un budget de 6,7 milliards d'euros pour la période 2021-2027 et il va financer des projets dans 5 domaines fondamentaux. Donc, le calcul à haute performance, l'intelligence artificielle, la cybersécurité et la confiance, les compétences numériques avancées et le déploiement, la meilleure utilisation des capacités numériques et l'interopérabilité. Et à savoir aussi que dans cet objectif, une mention spécifique au RUP est faite. Un réseau de pôles européens d'innovation numérique, qu'on appelle en anglais Digital Innovation Hubs, offrira un accès à l'expertise technologique au profit des entreprises, et notamment les petites et moyennes entreprises, les PME, et aux administrations publiques. À savoir aussi que ces pôles peuvent être établis dans les RUP. Le programme devrait être mis en œuvre via des programmes de travail pluriannuels, couvrant un ou plusieurs des 5 domaines d'action cités plus haut. La Commission a publié, il me semble, dernièrement, un projet d'orientation qui vise à définir les programmes de travail et les appels à propositions pour les 2 premières années du programme, donc 2021-2022. Et l'adoption du programme et le lancement des premiers appels sont prévus pour le premier trimestre 2021, donc il ne devrait pas tarder. Troisième et dernier exemple, c'est le programme Erasmus+, donc, qui, comme vous le savez, est dédié à l'éducation, à la formation, à la jeunesse et au sport. Il est doté d'un budget de 26 milliards d'euros sur la période 2021-2027. Le programme est composé de 3 actions clés pour chacun des 3 domaines d'intervention, à savoir la mobilité à des fins d'apprentissage, la coopération entre organisations et institutions et le soutien à l'élaboration des politiques. 2 actions spécifiques viennent compléter le programme. Donc, c'est l'initiative Jean Monnet qui favorise l'enseignement, la recherche et le débat sur l'histoire, la politique et l'économie et le droit de l'Union européenne, et la coopération dans le sport. Il faut savoir que le programme entend augmenter la participation des RUP aux actions du programme, y compris par le biais d'un soutien financier pour les actions de mobilité, et à favoriser tout ce qui est échange et coopération avec les pays tiers voisins de la zone. C'est une demande qui a été longtemps faite par les RUP, puisque le programme, c'est vrai qu'il est bien de pouvoir faire des échanges avec d'autres pays européens, mais ce serait aussi plus intéressant aussi de pouvoir faire des échanges au sein du bassin régional. En termes de sources d'informations, pour finir, alors je répète, sachez que les informations plus précises sur les programmes seront progressivement
disponible après l'adoption des différents textes législatifs et la publication des premiers appels à projets. Dans l'attente, si vous souhaitez avoir plus de détails sur les programmes ainsi que sur les appels à projets, le site web de la commission est déjà un bon point de départ. Deux autres pages sont également intéressantes à consulter. C'est le portail de la commission qui publie les appels à projets en cours par programme. Donc, c'est le EU Funding and Tenders Portal, ainsi que le site My Europe, qui est un site ouvert, qui est dédié aux citoyens lambda, à tous les citoyens de l'UE, et qui pourra vous orienter vers des sources d'informations pertinentes en fonction de votre recherche. Il était également intéressant de pouvoir participer, quand cela est possible, bien sûr, aux infodays qui sont organisés dans le cadre d'un programme en particulier. Donc, en fait, les infodays, ce sont des sortes d'ateliers d'information à destination des porteurs de projets. Donc, quand vous y participez, vous pouvez avoir des informations tout à fait pertinentes et tout à fait intéressantes pour votre dossier de candidature, tels que le calendrier des appels à projets, les priorités des appels, les types de projets éligibles, la procédure de dépôt, etc., etc. C'est vrai qu'avant le Covid, ces infodays s'organisaient de façon physique. Donc, c'était essentiellement des ateliers qui se tenaient à Bruxelles. Parfois, ils étaient disponibles en web streaming. Maintenant qu'il y a la crise du Covid et que quasiment toutes les réunions se font maintenant via des webinaires, etc., je pense que pas mal d'infodays pourront être organisés sous ce format-là et donc ça sera un avantage pour vous de pouvoir y participer. Ce qui pourrait aussi vous être d'une aide précieuse, ce sont les guides sur les financements européens à destination des porteurs de projets. Donc, la Commission en a fait un pour la période de programmation 2014-2020, ainsi que le service de recherche du Parlement européen, qui est aussi très intéressant. J'espère et je pense qu'ils en referont pour la nouvelle période de programmation. Ces guides, ils passent un peu en revue l'ensemble des principaux programmes sectoriels européens et certains sont même, certains sont même spécifiques à certains secteurs, comme le guide de la Commission européenne sur les financements européens pour le secteur du tourisme. Donc, ce sont également des documents intéressants à pouvoir consulter. Il faut également savoir que certains programmes ont des points de contact nationaux qui sont là pour informer et pour accompagner le porteur de projet. Donc, en règle générale, ce sont les ministères. Donc, n'hésitez pas à rentrer en contact avec ces points de contact nationaux. D'ailleurs, demain, comme je l'ai dit, nous aurons l'opportunité d'avoir le point de contact national du programme Horizon Europe. Et enfin, la collectivité, elle aussi, elle essaie de relayer autant que faire se peut toutes les informations relatives aux appels à projets et aux programmes. Comme l'a dit Elisa tout à l'heure, on n'a pas une page web dédiée, mais on a un onglet sur notre site web dédié aux fonds européens et nous y diffusons essentiellement tous les appels à projets. Enfin, pas tous, mais en tout cas, on essaie de faire de publier la majorité des appels à projets sur cette page dédiée aux fonds européens. Et voilà, moi, je reste aussi également à votre disposition si vous avez des questions. Merci. Alors, je vois qu'il y a une question dans le chat de Boris Corentin. Donc, le programme Europe numérique peut-il être utilisé dans le cadre de présentation de projets libres, répondant bien évidemment aux objectifs sectoriels ou uniquement dans le cadre des appels à projets publiés? Alors, non, normalement, tout projet qui est soumis dans le cadre d'un programme doit se faire sous la base d'un appel à projet. Donc, par exemple, je ne peux pas, en dehors d'un appel à projet, je ne peux pas soumettre mon projet comme ça. Oui, c'est pareil pour les autres programmes sectoriels. Il faut absolument avoir un appel à projet et une fois cet appel à projet publié, vous pourrez déposer votre projet sur la base de cet appel. Alors, j'ai une autre question de Madame Messlin, ou de Monsieur d'ailleurs, je ne sais pas. Alors, si on ne peut pas soumettre son projet comme ça, qu'en est-il des projets au fil de l'eau? Alors, je ne comprends pas trop la question. Qu'est-ce que vous appelez projet au fil de l'eau?
Ah, ok, donc oui, oui, c'était par rapport à ce que je disais. Non, je parlais pas des projets, mais je parlais en fait des programmes et des appels à projets. Voilà. En fait, là, on est dans le tout début de la période de programmation. Comme l'a dit Elisa, il y a eu un accord sur le CFP le 17 décembre. Donc là, il faut valider tous les règlements qui portent sur les programmes sectoriels. Une fois que ces règlements sont validés, ensuite, les appels à projets seront lancés. Donc, tout va se faire un peu au fil de l'eau. Alors, je crois que j'ai ma collègue Cyrielle Cuirassier, qui est elle-même une très bonne experte en programme européen, pardon, qui souhaite partager avec nous quelques informations. Cyrielle. Oui, bonjour Rudia. Je ne Ouais, sais pas on te si voit vous me bien. voyez. Yes. Ok, désolée, j'ai aucune idée de comment je ressors là-dessus. Merci beaucoup à Saint-Martin, à la collectivité, à Rudia et Elisa pour cette présentation des programmes pour la période 2021-2027. Dans le sens de ce que tu viens de dire, Rudia, effectivement, les programmes horizontaux répondent à une logique tout à fait bruxelloise qui est celle de lancer des appels à projets. Dans le lobbying que nous faisons à Bruxelles avec Rudia et l'ensemble des régions ultrapériphériques, on essaie toujours d'obtenir des appels à projets spécifiques pour les RUP. Et je souhaitais simplement illustrer un projet, illustrer un peu ce qui vient d'être dit par un projet qui a été porté à l'époque quand je représentais la région Guadeloupe, maintenant je représente Mayotte. Nous avons par exemple déposé le tout premier projet européen sur la pêche qui s'appelle le projet Orfish, qui a permis de réunir l'ensemble des régions ultrapériphériques sur cette thématique et de travailler notamment sur la pêche au large. Comme vous savez, il y a des arrêtés préfectoraux qui interdisent la pêche en zone côtière du fait de pollution de la côte par des pesticides. Donc, les programmes que Rudia vient de présenter supposent la possibilité de s'inscrire en réalité dans un consortium européen, donc un partenariat, ça peut être avec d'autres régions ultrapériphériques. Donc, c'était surtout mon message, c'est de vous dire que via Rudia, il y a cette possibilité d'être en contact avec des homologues, je ne sais pas moi, des Canaries, Açores, Madère, par exemple, pour pouvoir travailler ensemble, soit des échanges de bonnes pratiques, soit du benchmarking, ça dépend du projet, de la thématique et des priorités. Nous sommes tous en attente de la validation de tous ces règlements européens et du lancement des premiers appels à projets. Nous avons obtenu en 2018, d'ailleurs sous présidence de Saint-Martin, un appel à projet spécifique pour les RUP, lié, donc dans le cadre de LIFE, lié en fait aux situations de catastrophes naturelles extrêmes. Donc, c'est vrai qu'on obtient des choses au niveau de Bruxelles, sur base de l'article 349, qui nous caractérise. Et derrière, on espère que les porteurs de projets puissent se mobiliser pour déposer leurs projets, parce qu'en général, être issu d'une région ultrapériphérique donne ce qu'on appelle un bonus dans l'évaluation qui est faite par les évaluateurs indépendants ou les évaluateurs issus de la Commission européenne elle-même. Donc, il y a ce projet Orfish qui vient de la DG Marais, donc la direction générale qui s'occupe des affaires maritimes de la pêche. On a aussi beaucoup travaillé avec les Canaries sur des projets liés au programme Interreg Europe. Donc, c'est un programme qui est essentiellement dédié aux collectivités, mais qui nous a permis d'avoir un projet sur le domaine de l'énergie, un autre projet dans le domaine de l'emploi. Et nous avons aussi déposé un projet sur la culture. Donc, ça sortait un peu de... Enfin, c'est assez inédit pour les régions ultrapériphériques. Et nous pensons que dans les mois à venir, les années à venir, en tout cas pour cette nouvelle période de programmation, il y aura beaucoup d'opportunités pour les régions ultrapériphériques. Le résultat de tout un lobbying qu'on a pu faire depuis 2017 pour sensibiliser davantage la Commission sur les besoins de nos petits porteurs de projets. Rudia a fait mention du programme BEST, par exemple. On a longtemps bataillé pour que ces fonds soient dédiés exclusivement aux petites structures, aux petites associations qui parfois se font, on va dire, happées par des grandes ONG qui ont une capacité opérationnelle et financière pour monter des projets européens. Donc, le programme BEST, par exemple, propose des petites subventions directes de 50 000 € pour les porteurs de projets, sans contrepartie financière et sans nécessité d'avoir un partenariat. Donc, ce qui vous permet, par exemple, en tant qu'association, de déposer un projet, peut-être pour faire une étude de faisabilité, par exemple. Donc, voilà, on essaie
autant que faire se peut, de travailler au corps à corps avec la Commission pour que vous ayez, dans ces programmes européens qui ne sont pas très connus sur nos territoires, on n'y marche pas beaucoup, pour que vous ayez en fait des facilités d'accès à ce type de programme, mais aussi que vous ayez l'opportunité d'avoir des partenaires issus des RUP, mais également des autres régions européennes pour monter tout type de projet. Donc, il n'y a pas de projet au fil de l'eau. On n'est pas sur la politique de cohésion. Ce ne sont pas des appels qui sont ouverts comme on peut connaître dans le cadre du FEDER, du FSE. On est là dans une gestion directe par la Commission ou par une agence exécutive de la Commission. Donc, c'est vraiment des appels qui sont publiés et qui vont commencer à être publiés cette année et à partir de l'année prochaine. Voilà pour les informations que je souhaitais partager avec vous. Un grand merci, Cyrielle. Je ne sais pas s'il y a des questions supplémentaires. S'il n'y en a pas, je vous propose de clore ce premier module de notre webinaire. Comme je vous ai dit en propos préliminaire, j'ai une main levée. Madame River. Oui. Oui, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Sabrina, Initiative Saint-Martin Active. Alors, c'est peut-être moi, j'ai peut-être loupé quelque chose, mais il était dit quand même qu'il y aurait de la simplification quant à l'administratif lié aux demandes FEDER, FSE, des fonds européens en général. Donc, à ce titre-là, est-ce qu'on a des informations ou pas? Oui, alors que je recomprenne bien la question, les simplifications administratives sur… Oui, sur les fonds FESI, en fait, on a toujours l'obligation de valoriser toutes les factures. Dès qu'il y a une facture qui n'est pas dans le cadre, on fait rejeter les dépenses. Et on nous avait interviewé par rapport à ça pour savoir s'il y avait possibilité d'uniquement fonctionner avec du forfaitaire, en fait. Voilà. En termes de dépôt de dossier, moi, je ne vois pas trop les simplifications qui ont été apportées par rapport à la nouvelle programmation. Ce sont des simplifications stratégiques plus que des simplifications d'ordre, relative à l'instruction même du dossier. Non, ce n'est pas tant l'instruction, c'est sur les nouvelles modalités, parce qu'on nous avait dit qu'il y aurait des modalités qui changeraient par rapport à la validation de tout ce qui est 15% sur la masse salariale, voire 20%. Alors ça, c'est déjà le cas en partie sur le FSE, mais ça n'est pas du tout sur le FEDER, quoi. Et du coup, ça demande une organisation et ça demande d'avoir une masse salariale à temps plein presque pour s'occuper que du dossier FEDER-FSE. Enfin, c'est vraiment dommage. Voilà. Mais bon, vous n'y êtes pour rien. Oui, je ne saurais pas vous donner plus d'infos. Bon, mais on verra. Ouais. Merci. Avec plaisir. Il y a une dernière question de Marina Bergo sur les coûts forfaitaires pour les charges indirectes vont-ils rester les mêmes? Alors là, j'imagine que c'est le FSE. Alors, je pourrais pas vous répondre parce que mon intervention, elle est assez générale et je fais plus de la communication animation. Donc, ces spécificités techniques sur le FSE, je ne saurais pas vous dire. Je m'en excuse fortement, mais sachez que vous êtes quand même bienvenus dans nos locaux à la collectivité à Gallis Bay, où on a des agents qui sont spécifiquement dédiés à ça, à l'accompagnement et à répondre à des questions très, très techniques. Je m'en excuse, mais je ne pourrais pas vous dire. Et je ne veux pas dire de bêtises. Elisa, peut-être aussi qu'on pourrait consulter nos collègues qui sont directement en charge de ce type de questions et peut-être, en tout cas pour ceux qui le souhaitent, faire une réponse par écrit. On a les emails de chacun, voilà. Oui, je peux relayer. J'ai vu 2 ou 3 questions sur lesquelles, et en particulier celle sur la fiscalité, on pourra préparer des réponses avec mes collègues et vous envoyer ça par mail, sans aucun problème. On essaiera de le faire assez vite. Alors, s'agissant des porteurs de projets, est-ce qu'il existe des structures privées, à part les appuis dans les autorités de gestion, pour les appuyer dans
leur démarche de montage administratif financier. Bien sûr, il y a pléthore de consultants sur le marché. Alors, ça a un coût et souvent, ça peut même être pris en charge dans votre demande de subvention. Ça peut être remboursé par les fonds européens. Donc, la réponse est oui, c'est possible. Et beaucoup de porteurs de projets font appel à des consultants qui les aident et les accompagnent à monter des dossiers de subvention. Alors, il y a une question de Juliette Ferdinand. Y a-t-il des fonds alloués à la création de projets de thèse dans la recherche et l'innovation en agriculture pour les DOM dans les programmes LIFE ou BEST? Alors, dans le programme BEST, je ne pense pas. Dans le programme LIFE non plus, compte tenu des types de projets qui ont été financés sous l'ancienne période de programmation. En revanche, vu qu'on n'a pas encore les appels à projets, je peux quand même vérifier, mais je ne suis pas sûre. Je pense pas, je ne suis pas sûre, mais c'est à vérifier, en tout cas. Juste en complément de la question de Juliette, il faut savoir qu'en règle générale, les programmes sectoriels, ils n'ont pas forcément vocation à financer un particulier. En fait, c'est soit une association, une autorité publique, voilà, mais pas forcément un particulier. Et en règle générale, comme l'a d'ailleurs souligné ma collègue Cyrielle, les projets financés sont des projets dans lesquels il y a plusieurs partenaires. C'est ce qu'on appelle les consortiums. Voilà, c'était juste pour compléter un peu ma réponse par rapport à la question de Madame Ferdinand. Très bien. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de clore cette session. On se revoit donc pour ceux qui participent au module 2 demain. Comme je l'ai dit plus tôt, nous aurons demain donc la participation de la Commission européenne sur le programme Horizon Europe, la participation du point de contact national qui va échanger avec nous sur le montage de projets, ce qu'il faut mettre dans les montages, enfin ce qu'il faut mettre dans les projets, excusez-moi, et une participation des collègues des îles Canaries qui vont partager avec nous des bonnes pratiques et nous faire un retour d'expérience sur justement la recherche de partenaires, qui est un élément essentiel dans le montage de projets, notamment ces projets de recherche et d'innovation, et voilà, qui nous parleront de comment constituer un consortium et toutes ces bonnes choses.